Bonsoir à tous, bienvenue sur LCP. On arrive presque au terme de la deuxième saison de Place aux idées. Et ce soir, nous avons souhaité revenir encore et encore sur le sujet de préoccupation majeure des Français, à savoir l'emploi. On a même trouvé ce titre « Quel New Deal ?» pour reprendre la formule de Roosevelt pour l'emploi. 1000 personnes de plus au chômage chaque jour, 5 millions de Français qui sont sans emploi, 9 millions de nos concitoyens qui sont dans une situation précaire et la récession qui s'est invitée au premier trimestre de l'année 2013. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut redresser la barre en France? Est-ce qu'il faut un New Deal pour l'emploi? Et pour en parler, un regard neuf, parce que l'homme est neuf, l'homme est jeune, vous le connaissez peu, mais vous allez beaucoup entendre parler de lui. Oui, Patrick, nous accueillons ce soir Laurent Berger, donc le secrétaire général de la CFDT, acteur central de la vie sociale et syndicale de notre pays, d'un syndicat qui a su une nouvelle fois réussir sa transition, donc une modernité de gouvernance, et puis enfin un syndicat réformiste qui est l'option que le gouvernement dit vouloir privilégier. Voilà, et puis il y aura un challenger qui sera une femme pour discuter avec lui à la fin de cette émission. Alors, bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Ravi de vous recevoir, de vous accueillir. C'est une de vos toutes premières interventions dans les médias, parce que vous avez été, il n'y a pas si longtemps, élu à une place où, quand j'ai commencé dans le métier, c'était Edmond Maire et sa célèbre pipe qui était repérée. Alors, la pipe suggère toujours le dialogue, on discute. Est-ce que vous vous sentez dans cette filiation, justement, d'essayer d'écouter les arguments des uns et des autres ? J'ai jamais fumé la pipe, mais c'est vrai que je me sens l'héritier, d'une certaine manière, au bon sens du terme, de ce type de syndicalisme incarné par Edmond Maire, Jean Caspar, Nicole Notat, François Chérèque, qui privilégie le dialogue à la confrontation stérile. Ça ne veut pas dire le dialogue l'absence de confrontation, mais ça veut dire une confrontation d'idées, un rapport de force par le biais de propositions constructives pour essayer de faire émerger des compromis. Donc oui, je crois qu'il y a une certaine filiation en quelque sorte. Et est-ce que c'est facile d'imposer ces vues-là quand on sait qu'on est dans une compétition quasi permanente, puisque vous aussi, vous avez des élections professionnelles où chacun se tête, savoir si la CGT avant la CFDT ou avant Force ouvrière, et où, évidemment, les stratégies offensives sont souvent plus payantes électoralement. Finalement, c'est ce qu'on croit. Mais vous savez, il vient d'avoir les résultats fin mars de l'élection de la représentativité des organisations syndicales. Et nous sommes au coude à coude avec la CGT. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et ce qu'on appelle les syndicats réformistes, en tout cas ceux qui ont signé l'accord sécurisation de l'emploi en janvier, font plus de 51% des voix. Donc je crois que le syndicalisme, il faut changer un peu d'image. Le syndicalisme, ce n'est pas que la confrontation ou que simplement la contestation, c'est aussi la capacité de proposition et d'engagement. Donc c'est pas difficile. C'est un autre type de syndicalisme, ça s'assume, on l'assume très bien, je crois que nos militants sont à l'aise aujourd'hui, même si la situation est difficile. Et évidemment, des situations différentes à chaque fois, selon qu'on s'appelle Édouard Martin, qui fait partie de votre syndicat à Florange, où là, ce sont des gens qui perdent tout leur emploi, et même le bassin lui-même qui se dépeuple, ou bien dans des situations où il s'agit de discuter avec le MEDEF. On en parlera dans quelques instants. On va tout de suite planter le décor, donc sur ce New Deal pour l'emploi, avec évidemment le chômage des jeunes, préoccupation numéro 1, Chloé Buffard. L'emploi, la priorité du gouvernement selon François Hollande, car le chômage augmente de façon continue depuis 2 ans. Il concerne 10,8% de la population active, son plus haut niveau depuis 15 ans. Et avec des prévisions de croissance nulles, voire négatives pour 2013, la courbe ne devrait pas s'inverser dans l'immédiat. Recruter, c'est aujourd'hui très compliqué parce qu'il faut évidemment avoir des perspectives, de la visibilité sur le carnet de commandes et c'est quelque chose de particulièrement compliqué dans la période que nous vivons. Et puis, il faut également trouver des candidats de valeur.
Dans l'industrie notamment, c'est un vrai challenge de trouver des jeunes aujourd'hui qui souhaitent s'impliquer dans ces métiers de l'industrie qui ont été un petit peu dénigrés, un peu oubliés. Ce dirigeant d'entreprise aimerait aussi un code du travail plus flexible. Il y a un travail énorme à faire, il y a un travail de remise à plat d'un code du travail qui est aujourd'hui dévoyé, qui est handicapant pour les entreprises, qui crée des contraintes fortes avec des seuils, avec tout un certain nombre de réglementations qui sont véritablement des freins à l'embauche. Pour vaincre cette peur de l'embauche, Michel Sapin a présenté en janvier une loi réformant le marché du travail. Un texte issu du dialogue entre patronat et syndicats mené au niveau national. Pour cette spécialiste des ressources humaines, cette méthode doit être complétée par des négociations dans chaque entreprise. Moi, je ne serais pas du tout dans une position, je dirais, exclusive en disant bon, allez, on laisse tomber le niveau national parce que le seul niveau qui vaille est le niveau de l'entreprise. Je pense que ce serait extrêmement dangereux et ce serait surtout une analyse fausse par rapport aux dynamiques sociales de ce pays. Après ça, il y a peut-être d'autres niveaux sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. On n'a pas assez parlé peut-être du niveau territorial. Peut-être que là aussi, il y a des choses à inventer en termes de dialogue social. Ce qu'il faut, c'est trouver des niveaux qui correspondent bien à ce qu'on est en train de négocier. Un dialogue social rendu d'autant plus nécessaire que la crise économique provoque des tensions dans les entreprises. Alors Mathias Thierry, donc tout le monde est d'accord pour dire c'est la priorité numéro 1, etc. Puis en même temps, ce mot New Deal n'a pas été employé. On n'a pas l'impression que c'est la mobilisation que le pays est en guerre. Oui, Laurent Berger, vous disiez il y a quelques jours que la conférence sociale qui va avoir lieu à la fin de cette semaine, elle doit sonner la mobilisation générale pour l'emploi, contre le chômage. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette mobilisation, c'est pas d'abord réinventer l'ensemble des règles? Parce qu'on a vu dans ce reportage qu'il y avait déjà beaucoup qui étaient faits à la fois par l'État, par les gouvernements successifs, qu'il y avait même du côté à la fois des partenaires sociaux une volonté d'avancer, et on a 1000 chômeurs de plus par jour et on est en récession. Est-ce qu'il ne faut pas tout réinventer? Tout réinventer, il faut déjà, il y a besoin de règles, il y a besoin aussi d'en réinventer certaines ou d'en assouplir d'autres, mais ce qui est irremplaçable, c'est le dialogue social. Ah, c'est vrai que le chômage augmente, mais l'accord dont vous parlez, qui est d'abord un accord entre les partenaires sociaux avant d'être une loi, c'est pas Michel Sapin qui a d'abord proposé une loi, ce sont les partenaires sociaux qui ont signé. Il y avait les organisations patronales, mais il y avait 3 organisations syndicales. On choisit de faire en sorte que dans l'entreprise, on puisse adapter les modalités d'emploi en cas de situation difficile. Si ça, ce n'est pas l'adaptation d'une règle, en faisant confiance au dialogue social, je ne m'y connais pas. Et donc oui, il faut réinventer un certain nombre de choses. C'est quoi l'emploi? C'est quoi le combat de l'emploi que nous avons amené? C'est d'abord le retour à la croissance créatrice d'emploi. Parce qu'il n'y a pas de politique d'emploi digne de ce nom si on n'essaye pas. Et là, on a des opportunités. C'est l'opportunité de la transition énergétique, l'opportunité de travailler sur les filières d'avenir. Et on s'y penchera d'ailleurs en fin de semaine sur la conférence sociale. Le deuxième point, c'est d'enrichir les emplois en croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir une croissance, mais pas avoir de création d'emplois digne de ce nom. Et là, c'est la question de la souplesse. Et ce n'est pas un gros mot pour un syndicaliste comme moi de dire qu'il faut un peu de souplesse. C'est la souplesse qui permet d'ajuster les conditions d'emploi à la situation économique. Vous préférez souplesse à la flexibilité? Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a des mots tabous dans ce pays. La flexibilité, elle existait. Vous savez, j'ai entendu un autre leader syndical qui disait « Moi, la flexibilité, ce n'est pas ma philosophie. » Et la flexibilité, ce n'est pas une philosophie, c'est juste une réalité bien concrète. Sauf qu'aujourd'hui, on la fait reposer sur une frange très particulière du monde du travail, qui sont souvent les jeunes, qui sont souvent les précaires, qui sont souvent les personnes qui sont au chômage, évidemment. Et donc la question, c'est s'il faut réinternaliser un peu de flexibilité pour qu'il y en ait moins à l'extérieur. Je trouve que ça mérite d'y discuter. Et je trouve que c'est un peu ce qu'on a fait. Donc je finis, si vous voulez bien, parce que le troisième, c'est de faire en sorte que les personnes qui cherchent du travail, qui sont salariés aujourd'hui, correspondent aux besoins de qualification. Et là, il y a besoin d'une réforme de la formation professionnelle. Et le quatrième point, c'est qu'il faut des mesures d'urgence. Il faut des mesures d'urgence. Et sur ce point, je trouve que nous sommes trop timides. Alors moi, je voudrais juste, parce que le débat sur l'emploi, on entend beaucoup d'idées, parfois des idées reçues. Je voudrais juste qu'on balaye quelques idées reçues, mais qui sont dans le débat, pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Par exemple, on dit, tout à l'heure dans le reportage, Bruno Grandjean disait, il y a beaucoup d'emplois disponibles, on ne trouve pas les candidats en face. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai, et d'ailleurs, jeudi, je vais proposer à la conférence sociale qu'on ait un vaste plan de mobilisation de la formation professionnelle pour les chômeurs, parce que nous avons recensé 100 000 emplois sur lesquels on manque de qualification et qui pourraient être disponibles. Et pas forcément que les emplois qu'on imagine qui seraient en situation difficile. Je pense les industries mécaniques, l'industrie du froid,
Il y a des emplois disponibles, mais on n'a pas aujourd'hui anticipé suffisamment pour qu'un certain nombre de demandeurs d'emploi puissent aller vers ces emplois. Je vais proposer que pendant 2 ans, nous fassions une priorité à la formation des chômeurs pour aller vers ces emplois disponibles. Ça, c'est une des mesures d'urgence, par exemple. Bien sûr, c'est une des mesures d'urgence. Vous savez, c'est pas très facile à faire passer que les fonds de la formation professionnelle, pendant cette période de crise que nous vivons, de chômage élevé, aillent prioritairement, de façon temporaire, en direction des chômeurs. Pas très facile à faire passer. Alors, ce qu'il y aurait comme autre mesure d'urgence je trouve que dans la période, il n'y a pas la mobilisation dans les territoires suffisante. J'étais salarié de l'insertion par l'activité économique dans les années 90. Au milieu des années 90, à Saint-Nazaire, une zone particulièrement touchée à l'époque par le chômage. On était challengé en permanence. Il y avait de la coordination entre les acteurs de politique de l'emploi, l'ANPE à l'époque, les collectivités territoriales, les missions locales, etc., les associations. Aujourd'hui, je trouve que ça manque de conduite, ça manque de direction, ça manque de coordination. Ça manque de punch, pour dire les choses très franchement. Pour aller toujours dans les idées reçues, on dit finalement aujourd'hui, il y a une politique, alors on a vu avec les emplois d'avenir, avec les contrats de génération, surtout les emplois d'avenir, on est en période de déficit public, tout le monde dit qu'il faut absolument adresser cette question des déficits publics, et en même temps, on dépense de l'argent public pour des emplois aidés. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les deux? Non mais, derrière le chômage, il y a des gens. Derrière, le chômage, c'est pas une statistique. C'est pas tous les mois, on regarde s'il a augmenté, s'il a baissé, etc. C'est pas une courbe, quoi. C'est de la réalité concrète vécue par un nombre de Français, de citoyens, de jeunes. Tout le monde est touché aujourd'hui, en tout cas toutes les familles sont touchées. Tout le monde connaît, plus ou moins de façon proche, un chômeur dans son entourage. Et donc, je rappelle quand même qu'il y a 1,9 million de personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an. Et donc, il faut des mesures spécifiques qui aident à revenir à l'emploi pour ces publics éloignés de l'emploi. Je prends les emplois d'avenir. Moi, j'ai plaidé pour que les emplois d'avenir, qui concernent les jeunes sans qualification, ou les jeunes des quartiers relégués, comme on dit, ou des zones rurales délaissées, j'ai plaidé pour qu'on reste sur cette cible-là. Le mot cible n'est pas très beau, mais qu'on reste sur ces publics-là. Parce qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ont besoin d'avoir un pied à l'étrier, d'un coup de main pour repartir vers l'emploi. C'est pas scandaleux. Et s'il y a trop de mais ça ne peut pas être... Et si on va plus large sur les publics, au bout d'un moment, notamment en période de chômage élevé, eh bien, les personnes les plus éloignées, on ne les aide pas à remonter, de certaine manière. Mais ça ne veut pas dire que ça fait l'alpha et l'oméga d'une politique de l'emploi. Une politique de l'emploi, je le répète, c'est une politique de croissance. C'est y compris qui intègre la politique économique, la politique industrielle. C'est une politique d'adaptation, enfin de soutien à l'emploi plutôt que de faire le choix du chômage. Qu'est-ce qu'on a fait dans cet accord du 11 janvier? On a priorisé l'emploi plutôt que le chômage. Depuis 2008-2009, à chaque fois qu'il y avait une difficulté dans une entreprise, on licenciait. Là, on a fait en sorte que par accord d'entreprise majoritaire, par le dialogue social, on puisse, dans les entreprises, prioriser l'emploi plutôt que de mettre les gens au chômage. Il y a déjà des exemples. Oui, mais alors, juste, vous parliez de la croissance. Le MEDEF, syndicat patronal, dit le problème que l'on a en France, c'est que le coût du travail est trop élevé, que ça n'assure pas la compétitivité des entreprises françaises qui, dans cette grande concurrence mondiale, ne peuvent pas jouer leur rôle en créant des emplois. Vous êtes d'accord avec ça ou non? Non, je ne suis pas d'accord si ça se résume à ça. Mais vous savez, avec le MEDEF, on vient de rédiger un document qui s'appelle les leviers de la croissance. Le coût du travail en France, vous pensez qu'il est trop cher? Il est dans la moyenne? Il assure la compétitivité ou non? Non, mais la question du coût du travail n'est, là encore, pas une question tabou pour la CFDT. Mais si la question du travail, c'est la question du coût des salaires, là, c'est pas acceptable. Alors, si on veut juste baisser le coût du travail pour essayer d'être concurrentiel, de pouvoir concurrencer les pays à bas coût, on n'y arrivera pas. Là, vous êtes pas d'accord. Je vais justement vous aider à charpenter vos discours à l'un et l'autre à travers ces sondages que régulièrement nous commandons à RIS Interactive. Et là, on va demander justement aux Français, on a demandé aux Français quel était leur regard sur l'efficacité de différentes mesures pour réduire le chômage en France. Alors regardez bien, parce qu'il y en a plusieurs, on va prendre notre temps. Est-ce que, selon vous, le Code du travail est trop, pas assez, ou protecteur pour les salariés, ou contraignant pour les employeurs? La réponse, globalement, c'est qu'il est trop protecteur pour les salariés, seulement 17% le pensent, 37% pensent qu'il ne l'est pas assez, et 44% ni trop ni pas assez. Maintenant, en ce qui concerne les employeurs, il y a 38% des gens qui disent qu'il est trop contraignant,
pour eux, 23% pas assez, et vous le voyez, 37% ni trop ni pas assez. Votre commentaire, à vous d'abord. Mais je pense qu'on on a des totems dans ce pays, et on tourne autour en disant on est pour, on est contre. Et la question du code du travail, personne ne contestera qu'il faut de la protection et qu'il faut des règles. Le code du travail, ce sont des règles. Mais il y a des règles qui sont transgressées. Je prends un exemple. Les contrats à durée déterminée. Normalement, il y a 2 raisons principales dans le code du travail. C'est surcroît temporaire d'activité et remplacement d'un salarié absent. Aujourd'hui, il y a plus de 80%. C'est la règle. Presque la règle. Il y a plus de 80, presque 85% des embauches qui se font, des embauches, hein, pas de ceux qui sont en emploi, mais des embauches qui se font en CDD. C'est pas pour ces 2 raisons. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que la question n'est pas de savoir si on peut le faire évoluer. C'est pas une Bible. On peut le faire évoluer, le code du travail, mais il faut aussi, moi, plus que des règles figées et puis d'autres il faudrait complètement faire sauter selon certains ou voire ne pas toucher selon d'autres. Ce qu'il faut, c'est du dialogue social qui permet de faire bouger. On vient de faire bouger le code du travail par cet accord du 11 janvier. Mais vous seriez prêt à, par exemple, dire on va échanger du dialogue social sur le terrain dans les entreprises, moyennant une réduction de l'ensemble de ces réglementations du code du travail qui augmentent en plus chaque année, parce que c'est entre 5 et 10% de plus le code du travail. La question n'est pas bien posée, si vous me le permettez. C'est pas plus de dialogue social contre moins de règles. C'est du dialogue social intelligent qui permet, s'il y a besoin d'adapter les règles ou de faire vivre ces règles. Oui, mais quand les règles augmentent chaque année, Laurent Berger, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un pays qui finalement encadre de plus en plus ce que nous disait le chef d'entreprise en disant il y a de plus en plus de réglementations. Nous venons de simplifier la possibilité d'adaptation des conditions d'emploi. Nous venons de simplifier les procédures de plans sociaux à condition qu'il y ait du dialogue social. Vous comprenez bien qu'un syndicalisme, et même un salarié lambda, ne peut pas accepter qu'on enlève les règles et qu'on lui dise « mais t'inquiète pas mon petit garçon, ton employeur va s'occuper de toi et n'aie pas peur ». C'est pas possible. C'est normal qu'il faille un certain nombre de règles. Globalement, 6 mois après cet accord, vous pensez que tout le monde y trouve son compte ? Vous savez, cette loi, on l'a discuté à la conférence, enfin cet accord, on l'a discuté à la conférence sociale en juillet dernier. Nous avons signé un accord le 11 janvier. Elle vient d'être promulguée dimanche. Il y a urgence sur l'emploi et entre le moment où nous avons signé cet accord novateur, inédit depuis plus de 40 ans dans ce pays, et le moment où il est promulgué, c'est 6 mois. Pourquoi ? Parce que tel et tel groupe parlementaire ont la résistance. Il y a eu de la résistance. On a eu un recours au Conseil constitutionnel. Donc on a l'urgence sur l'emploi et des groupes politiques de tous bords considèrent que là, il y a eu à gauche comme à droite. On a le temps. Là, il y a eu à gauche comme à droite. Moi, je pense qu'il est novateur. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise de l'automobile qui avait prévu un plan social, 100 salariés, dans la région nantaise, c'est un hasard, qui avait prévu 26 licenciements. L'équipe CFDT lui a dit à l'employeur, écoutez, on ne fait pas de licenciement, on négocie un accord de maintien de l'activité et de l'emploi tel qu'il est prévu dans cet accord, qui a permis de réduire une partie des jours RTT, d'organiser le travail différemment. Il n'y a pas eu de 26 licenciements, il y a eu maintien de l'ensemble des emplois. Voilà. Ça, si ce n'est pas un exemple concret de ce qu'il faudrait qu'on fasse davantage à plus grande échelle, en anticipant davantage les difficultés économiques, j'y connais rien. Cet accord, il a donné aussi plus de place aux représentants du personnel pour anticiper les difficultés économiques, pour avoir un dialogue économique au-delà d'un simple dialogue qui soit simplement sur les conséquences des choix économiques. Laurent Berger, lorsqu'on voyage à l'étranger et qu'on regarde la France de l'étranger ou que les étrangers regardent la France, il y a un chiffre qu'ils ont tous en tête, c'est les 35 heures, la durée hebdomadaire du travail. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, la CFDT doit aussi se poser la question de cette durée hebdomadaire du travail, puisque on a une durée hebdomadaire qui est plus longue dans la plupart des pays européens. Est-ce que c'est un tabou ? Est-ce que ça fait partie de la créativité, de l'imagination qu'il faut avoir pour demain être dans la réforme, puisque c'est ce que vous dites dans votre interview dans Le Monde en disant « je suis pour la réforme ». Est-ce que la réforme, c'est aussi remettre en cause éventuellement la durée hebdomadaire du travail ? La durée, mais la remise en cause des 35 heures comme durée hebdomadaire du travail, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui la remet en cause. Il n'y a plus grand monde, parce qu'il y a plusieurs possibilités de dialoguer pour faire en sorte qu'on puisse annualiser en fonction... Vous savez, moi, ce qui m'interpelle sur ce sujet-là, c'est que les politiques en font parfois un sujet clivant, mais les chefs d'entreprise, vous n'en trouvez pas 25 000 qui vous disent qu'il faut revenir sur les 35 heures. Parce qu'il y a aujourd'hui les possibilités de discuter de la durée hebdomadaire du travail, de le contourner ou au moins de l'adapter avec l'annualisation, etc. Donc il n'y a pas de sujet tabou, mais il ne faut pas de faux sujets. Il ne faut pas de faux problèmes.
Le vrai problème aujourd'hui, et c'est le rapport Gallois qui l'a montré, c'est que la compétitivité des entreprises, c'est évidemment une question de coût, mais c'est aussi une question de recherche et développement, d'innovation, et c'est une question de dialogue social. Louis Gallois a montré qu'avec plus de dialogue social, c'était plusieurs points de PIB qu'on pouvait gagner, et c'était un facteur de compétitivité pour les entreprises. Et ça, trop d'entreprises l'ont oublié. Trop d'entreprises considèrent qu'elles ont à faire des choix, et puis les salariés en subissent ou pas les conséquences. Moi, j'en ai marre d'être un pompier. Je ne veux pas être un pompier du social. Je veux être un acteur, et je veux que les représentants de la CFDT et d'autres organisations dans les entreprises puissent intervenir sur les choix. En anticipation. Pas pour les empêcher, pour les accompagner, pour les empêcher s'ils sont mauvais, mais pour les accompagner, pour en faire des choix positifs pour l'emploi. Ce que vous dites souvent, c'est qu'en fait, on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui par manque d'anticipation dans le passé. S'il y avait une anticipation à mettre au centre des débats de la conférence sociale, ça serait quoi, selon vous ? Quel besoin en compétences, en qualification pour la transition énergétique pour les emplois de demain, par exemple? On ne le fait pas assez. Et on l'a fait, et une qui est déjà en cours, c'est quel dialogue économique entre les représentants des salariés et l'employeur pour savoir où sont les choix à faire dans les périodes à venir, dans les 2-3 ans. Et ça, on a renforcé cette possibilité par l'accord. Est-ce que vous pensez que nos voisins allemands, qu'on cite souvent en exemple pour maints sujets, sont quand même bien meilleurs sur le dialogue social, justement sur ce qu'on a appelé la cogestion entre les syndicats et le patronat, par exemple? Incontestablement, dans un certain nombre de secteurs, nos voisins allemands sont meilleurs sur le dialogue social. Ça leur a permis d'anticiper des problèmes. Ça leur a permis d'anticiper. Ils ont fait ces fameux accords de maintien de l'activité et de l'emploi en 2008-2009, ce qui a fait qu'ils ont rebondi plus vite. Et aujourd'hui, ce qui fait que dans un certain nombre de secteurs, ils rediscutent des salaires. Mais ils sont bons là où il y a un dialogue social et là où il y a de la protection pour les salariés, mais ils sont aussi beaucoup moins bons là où il n'y a pas de protection et où, je rappelle, il n'y a pas de salaire minimum, oui. Et où il faut du dumping social. Je pense notamment à l'agroalimentaire. Si un certain nombre d'abattoirs sont en difficulté en France, c'est parce que le dumping social s'opère de l'autre côté du Rhin. Et donc, il y a du bien à prendre, il y a du bon à prendre du côté d'Allemagne, mais pas toujours. Laurent Berger, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en France, une des difficultés sur les politiques pour l'emploi ou contre le chômage, c'est en fait le manque de courage et surtout de ténacité dans les mesures qu'on prend? On voit, il y a un débat, on a créé le statut des auto-entrepreneurs il y a quelques années, et puis on revient sur le statut des auto-entrepreneurs, il y a quand même 1 million de Français qui l'ont choisi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi une espèce de volonté de tout le temps réamorcer le dispositif en inventant de nouvelles mesures, et puis on ne les tient pas suffisamment dans le temps pour aller jusqu'au bout de ce qu'elles pourraient apporter dans ce domaine? C'est sûr qu'il y a un problème de continuité, il y a un problème de cohérence. Alors sur le régime des auto-entrepreneurs, il faut aussi dire qu'il y a à peu près la moitié qui ne dégage pas de chiffre d'affaires. Et puis ça a été aussi détourné, les auto-entrepreneurs, pour une part. Moi, je pense qu'il ne faut pas renoncer à ce système, mais enfin, il faut un peu le contrôler. Il y a certaines agences, par exemple immobilières, sans vouloir pointer personne, qui aujourd'hui ne recrutent pas de salariés, mais font sous statut auto-entrepreneur, recrutent des collaborateurs qui prennent tous les risques. Voilà, il faudra réguler. D'ailleurs, nous avons discuté dans le cadre de l'accord, nous ne sommes pas tombés d'accord là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut de la ténacité et de la continuité dans les politiques publiques en termes de soutien à l'emploi. Et pas simplement aller dans le zig et dans le zag, et ça c'est un peu la difficulté aujourd'hui. Qui dit soutien à l'emploi dit souvent aussi aide à la formation professionnelle. Là aussi on a posé 2 questions, vous allez les voir arriver, sur la formation professionnelle. Combien d'abord de Français actifs ont-ils eu accès à cette formation professionnelle au cours des 5 dernières années? Et là, quand même beaucoup, puisque c'est 45% et 55% qui disent n'avoir jamais eu accès à une formation professionnelle. Et ceci va être complété par justement une sous-question au sondage. Ces personnes qui ont eu accès à cette formation professionnelle, est-ce que c'était bien, c'était pas bien? Eh bien, très largement, aux 3/4, 72% disent que ça a été payant pour eux, ça leur a permis en tout cas de progresser professionnellement. 28% disent le contraire. Ça fait partie des nécessités. D'ailleurs, Laurent Berger, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on imagine. C'est un gros débat sur la formation professionnelle. Elle n'est pas suffisamment bonne, elle n'est pas suffisamment efficace. Si on était dans le cadre d'un test consommateur, il y a quand même 3 consommateurs sur 4 qui ont eu accès à la formation professionnelle qui leur a été utile. La vraie question, c'est est-ce qu'elle est bien dirigée? C'est contre-intuitif, pas tellement, parce que
moi, je suis persuadé que la formation professionnelle est utile et efficace. Le problème, c'est vers qui elle va. Et on sait qu'aujourd'hui, majoritairement, elle va vers des salariés qui sont déjà qualifiés. Alors c'est bien, hein, il faut aussi qu'elle aille vers eux, mais elle va très majoritairement vers des salariés déjà qualifiés. Et pas suffisamment vers des salariés faiblement qualifiés qui, lorsqu'il y a une difficulté économique, se retrouvent sans rien sur le marché du travail, enfin sans, en tout cas, qualification nécessaire. Je rappelle que les employeurs ont une obligation dans le Code du travail, vous voyez, mais qui n'est pas forcément respectée. C'est de maintenir l'employabilité de leurs salariés. Ça veut dire que lorsqu'ils peuvent partir de l'entreprise, l'entreprise doit avoir assuré le fait qu'ils puissent retrouver un emploi assez facilement. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. Moi, je me rappelle d'un certain nombre d'entreprises, par exemple de l'habillement ou du cuir, des salariés qui n'avaient pas eu de formation professionnelle depuis 20 ans. Et qui, le jour où l'entreprise a une difficulté, se retrouvent sans rien et avec beaucoup de difficultés pour se reclasser. Ils n'avaient même pas eu de valorisation de leurs compétences. Alors, donc, l'enjeu de la formation professionnelle aujourd'hui, c'est de donner plus à ceux qui ont moins. C'est ça, c'est de donner plus aux salariés qui ont le moins de qualifications. Mais ça, Laurent Berger, c'est possible parce que vous nous dites, bon, pendant 2 ans, on focalise la formation professionnelle sur les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont les moins qualifiées. C'est un rêve ou ça peut devenir une réalité? Ah non, j'essaye de ne pas rêver éveillé. Je pense que ça peut devenir une réalité parce qu'on vient de créer le compte personnel de formation. Avec cet accord du 11 janvier. Vous voyez qu'il est assez dense, cet accord. Et dans ce compte personnel de formation, c'est de donner à chacun un certain nombre d'heures pour se former. Ça, c'est le premier point. Et donc, dans la négociation que nous souhaitons sur la formation professionnelle, nous voulons regarder comment nous alimentons davantage pour ceux qui sont sortis de l'école sans qualification, 140 000, 150 000 jeunes tous les ans. Nous pensons que l'État, la puissance publique a une responsabilité à leur égard et devrait leur donner, puisqu'on ne leur a pas offert une qualification, plus d'heures sur leur compte personnel de formation, plus à ceux qui sont moins qualifiés, plus à ceux qui, dans les 5 dernières années, n'ont pas eu de formation professionnelle. Et puis, nous souhaitons aussi que dans l'entreprise, nous puissions négocier le plan de formation dans l'entreprise qui permette de regarder vers quels salariés prioritairement nous orientons la formation professionnelle. Ça nécessitera aussi de réfléchir aux modules de formation parce qu'on sait bien qu'il y a une appétence qui est différente selon qu'on ait une qualification élevée ou pas à l'égard de l'apprentissage. Ça, on peut le faire avec un coût identique ou est-ce qu'il faut rajouter des financements pour pouvoir faire ça? Nous pouvons le faire avec un coût identique. Nous pouvons le faire parce qu'il est question de priorité. Et donc, il faut se fixer des priorités. Comme beaucoup, je ne suis pas sûr que dans la période, il y a beaucoup de marge de manœuvre pour avoir des dépenses supplémentaires sur tout un tas de dispositifs, mais la question est de rétablir de la justice au sein des dispositifs, de la justice sociale. Vous parliez de mesures d'urgence. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'âge moyen à partir duquel un jeune commence à avoir un contrat stable, un contrat à durée indéterminée, c'est entre 28 et 29 ans. Donc il y a des années de précarité de l'emploi. Est-ce que vous avez des propositions claires sur cette précarité qui accompagne maintenant quasiment systématiquement le début de la carrière professionnelle de tous les jeunes en France ? Nous avons essayé à travers l'accord emploi. Moi, je crois beaucoup au dialogue social, favoriser, mais je crois aussi parfois à la responsabilisation. Et nous avons essayé dans cet accord du 11 janvier, nous n'avons pas essayé, nous l'avons obtenu, que le coût des contrats, la cotisation employeur sur les contrats précaires soit plus élevé, les contrats courts, soit plus élevé que la cotisation employeur pour un CDI ou un CDD long. Ça commence à responsabiliser. Parce que la facilité aujourd'hui pour une entreprise, c'est d'embaucher, malheureusement. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai qu'il y a un problème de marché, on ne sait pas. Enfin, je vous rappelle que le CDD est des fois plus contraint que le CDI. C'est de donner, de responsabiliser et d'inciter les entreprises à davantage embaucher en CDI ou en contrat long qu'en contrat ultra court. Et puis après, je crois qu'il faut redonner confiance aux entreprises sur le fait que les jeunes ne sont pas forcément une main-d'œuvre qu'il faut utiliser forcément en CDD. Il y a une vision de l'entrée sur le marché du travail qui est catastrophique. Parce que, après, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais on va nous interpeller sur les retraites, etc. Quand vous rentrez en emploi stable à 27, 28 ans, je vous laisse imaginer... On a l'impression qu'on utilise les jeunes comme une pâte à modeler. Il y a quand même... Mais c'est l'histoire de cette flexibilité externe. On a aujourd'hui un marché du travail qui est concentré quand même en termes de stabilité, entre 30 ans, un peu moins de 30 ans et 55 ans. Et aux deux bouts, c'est quand même la flexibilité, le chômage. Alors, pour les seniors, c'est parfois
une codécision d'une certaine manière, mais pour les jeunes, c'est quand même... Une dernière question, Laurent Berger, c'est que de façon générationnelle, on a vu par exemple du côté du MEDEF, les mouvements des pigeons, des poussins. Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette jeune génération des réseaux sociaux se réorganisera sur des grands sujets qui les concernent en dehors des syndicats de salariés ? Il y a déjà des organisations de jeunesse qui travaillent sur le sujet de l'emploi, avec lesquelles nous travaillons d'ailleurs. Vous savez, les syndicats de salariés, ce n'est pas des organisations de vieux. Non, mais nous progressons sur une prise en compte davantage des jeunes. Mais c'est vrai que la précarité du marché du travail, au moment où on arrive sur le marché du travail, la précarisation de l'emploi, n'aide pas à s'engager syndicalement non plus. Mais nous avons de plus en plus d'adhérents qui sont jeunes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des associations qui travaillent sur l'emploi. Ce qu'il faut, c'est que nous travaillions ensemble pour que l'emploi des jeunes soit enfin traité dans ce pays. Merci beaucoup, Mathias Léredon. On a vu donc comment faire ce New Deal et on va voir maintenant que faire avec Laurent Bigorgne. Et pour vous présenter un sujet, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est toujours un sujet de Chloé Buffard sur les contrats d'apprentissage. Un jeune sur 4 est à la recherche d'un emploi en France. C'est un peu plus que la moyenne européenne, mais on est loin du taux de chômage de l'Espagne et de la Grèce, plus d'un jeune sur 2. En France, les plus touchés, les non qualifiés. Des personnes qui sont sans diplôme, 3 ans après leur sortie de leurs études, sont en taux de chômage de plus de 50%. Des personnes qui ont le diplôme de niveau bac, 3 ans après la sortie de leurs études, ont des taux de chômage qui sont à peine au-dessus de 10-12%. Donc la différence, elle est vraiment là, elle est le diplôme. Le gouvernement a donc mis en place un dispositif spécifique pour ces jeunes, les emplois d'avenir. Ils sont subventionnés par l'État à hauteur de 75% du SMIC pendant 1 à 3 ans. J'appelle donc tous les employeurs concernés, les collectivités locales, les organismes sans but lucratif, mais aussi un certain nombre d'entreprises qui sont éligibles au dispositif et les grandes associations à se mobiliser. Mais la mobilisation se fait attendre. Sur les 100 000 contrats prévus d'ici la fin de l'année, seuls 25 000 ont été signés. Certains doutent même de l'efficacité du dispositif. Il n'améliore pas le devenir des jeunes qui en bénéficient sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'une personne qui obtient ce type d'emploi, en général, quelques années après, est moins souvent en emploi qu'une personne qui n'a pas bénéficié de ce type de dispositif. Cet ancien PDG plaide plutôt pour un développement de l'alternance. On envoie dans la filière professionnelle les moins bons élèves et les moins bons professeurs. Donc, personnellement, je suis extrêmement favorable à la promotion de l'alternance et de l'apprentissage. En France, nous avons 400 000 jeunes en apprentissage, et c'est un peu la filière de l'échec. En Allemagne, il y en a 1,6 million. Mais l'alternance est très sensible à la conjoncture économique. Avec la crise, les entreprises proposent donc moins de contrats. Laurent Bigorgne, l'autre Laurent est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je vais entrer directement dans le sujet. Il y a des plans pour l'emploi des jeunes en France depuis 1977. Je sais que vous connaissez bien la question de l'emploi des jeunes. Vous avez été négociateur, me semble-t-il, sur cette question pour votre organisation syndicale. Est-ce que vous allez faire des propositions concrètes ? Vous avez parlé tout à l'heure de vos propositions pour la formation. Est-ce que la CFDT va essayer de marquer le débat sur cette question de l'emploi des jeunes ? Je vous ai beaucoup entendu parler des CDD, des CDI, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin tant la situation paraît grave aujourd'hui ? D'abord, nous allons faire des propositions, je vais vous en parler, mais nous avons déjà fait. Il n'y a rien de pire dans ce pays que de laisser penser que personne ne fait rien. Vous en avez déjà fait sans être entendu de votre point de vue ? En 2011, nous avons signé 4 accords. 4 accords avec le MEDEF que j'ai négociés sur l'emploi des jeunes. Il y en avait un qui concernait les jeunes, le soutien au retour à l'emploi des jeunes, l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Le logement ? Il y en avait un qui c'est sur le logement, il y en avait un sur l'aide matérielle aux jeunes, notamment en termes de mobilité, parce que on sait et puis il y en avait un sur les stages et alternances. Alors quel est le bilan des 4 là ? Eh bien, le bilan est positif, tellement positif. Alors positif, vous allez me dire, le chômage reste élevé, mais positif en termes d'accompagnement que nous sommes sollicités pour proroger, parce qu'ils arrêtent normalement en juillet prochain, prolonger ces accords. Là où il est le moins positif, c'est sur les stages. Même si nous avons fait passer un certain nombre de choses dans la loi, parce que les entreprises continuent d'utiliser un certain nombre de jeunes avec des stages qui ne sont pas toujours justifiés.
Vous avez des propositions sur ce point? Eh bien, sur ce point, il faut que tout stage soit joint à un cursus pédagogique. Ce n'est pas toujours le cas. Dans l'entreprise Dans l'entreprise ou à l'extérieur, mais que le stage s'effectue dans le cadre d'un parcours pédagogique. Parce qu'autrement, on sait bien qu'un stage se succède à un autre stage, etc. Ça ressemble à un emploi d'avenir, ça? Non, c'est pas un emploi d'avenir, parce que le stage, vous savez, la rétribution en termes de stage, elle est quand même assez modeste. Ça dépend des pratiques. Ça dépend, mais généralement, elle est plutôt modeste, la rétribution. Et puis, nous avons souhaité que le développement de l'apprentissage se fasse par objectif. C'est-à-dire ? Ça veut dire que dans les branches, on se fixe des objectifs. Moi, j'ai été frappé d'une chose. Dans la branche dans la convention collective de la métallurgie, pendant la crise de 2008-2009, alors que l'emploi était gravement menacé dans ce secteur-là, ils ont maintenu un haut niveau d'apprentissage par le dialogue social dans la branche. Et nous n'avons pas été entendus à cette époque-là parce qu'on nous disait non, ce qu'on veut afficher, c'est politiquement, il faut qu'on affiche 4%, 5%. C'est bien gentil. Mais moi, je ne crois pas à l'affichage, aux postures. Je crois à la mobilisation des acteurs. Et ce qu'il faut, c'est la mobilisation des acteurs. Et nous avons préconisé que les entreprises qui jouent le jeu sur l'apprentissage soient aidées, et notamment les branches qui jouent le jeu soient aidées. Et ce qui comptait, c'était la progression, et non pas l'affichage. Et ça, nous n'avons pas été entendus pour doper les négociations dans les branches. Donc on reviendra sur l'apprentissage tout à l'heure, mais on peut peut-être regarder, Patrick, alors, il faut regarder la situation, l'état de l'art, si j'ose dire, sur le chômage. On l'a un peu abordé dans le reportage qu'on vient de voir, mais on va le voir avec des graphiques, c'est très net, sur le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en Europe. Vous allez voir la position de la France, qui est une position relativement médiane, mais qui, même si elle n'est pas... médiocre. Médiocre, forcément, parce que c'est énorme quand même. Évidemment, en tête très largement l'Espagne, suivie de l'Italie, la France au milieu, mais les Britanniques font mieux, les Néerlandais font mieux, les Allemands font encore mieux. Les Autrichiens. Ce qui frappe, il y a deux choses sur le taux de chômage, c'est que premièrement, il est structurellement très élevé dans notre pays, vous savez, au moins 17% depuis les années 80. On est aujourd'hui largement au-delà de 17%, puisqu'il a augmenté depuis 2008. Et puis, on est face à des générations sacrifiées, parce que c'est en gros, pour les moins de 25 ans, 2 fois le taux de chômage de la population active. Alors, là aussi, très, très directement, le gouvernement donne le sentiment d'une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on voit les contrats de génération, on voit que ça prend peu. J'ai entendu votre discours tout à l'heure sur leur ciblage. On voit ensuite un plan européen. Les gens ont du mal à penser que ça va arriver jusqu'à eux. Et puis, on voit mal s'installer les mesures de long terme. Vous n'avez pas envie de dire au gouvernement quand même que sur cette question-là, il faudrait pousser. Vous avez parlé il y a quelque temps dans le monde du manque d'une vision globale. Vous avez le sentiment que cette vision globale est là aujourd'hui sur l'emploi des jeunes? Sur l'emploi des jeunes, c'est pas que le gouvernement qui doit se bouger, c'est aussi les entreprises. Ouais. Nous avons négocié avec le patronat à l'automne dernier les contrats de génération, qui consistent à quoi? Qui consistent à embaucher des jeunes en CDI, maintenir des salariés seniors en emploi, parce que je rappelle que ce n'est pas contradictoire, et travailler sur la transmission de compétences au sein des entreprises. Même, ça va de pair. Et ça va de pair, évidemment. Et la transmission. Aujourd'hui, il y a une branche qui l'a négociée avec 2000 embauches de jeunes, c'est la branche des assurances. Mais dans les autres branches, c'est beaucoup trop timide. Alors pourquoi elle n'y croit pas? C'est trop compliqué. Pour travailler sur ces dispositifs-là, c'est vrai qu'il faut de la vision. Et qui manque de vision économique aujourd'hui, de perspective économique, de visibilité. De croissance. Et ça joue, ça. Mais en même temps, on trouve quand même qu'il y a une atonie, là aussi, des branches patronales sur le sujet. Nous, nos fédérations ont poussé pour qu'il y ait des négociations. Pourquoi? Parce que, peut-être que c'est parce qu'on a lié l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors. Et que l'emploi des seniors, il y a un discours patronal qui consiste à dire qu'il faut maintenir les seniors dans l'emploi, il faut même augmenter la durée de travail sur une carrière, mais qu'en même temps, le sport national, il consiste quand même à se séparer des seniors. Ça peut être une explication. Il y a aussi des effets de seuil qui le justifient, rien justifie ça, mais il y a aussi des effets de seuil qui expliquent la situation. C'est-à-dire qu'on a peur de devoir, au-delà d'un certain âge, payer davantage en cas de séparation, etc. Enfin, il y a aussi un aspect réglementaire des choses qu'on ne peut pas négliger. Non, mais un salarié, c'est pas juste une crainte. On ne peut pas considérer les salariés comme étant une crainte. Surtout quand il salarié, moi, je suis moi-même patron d'une structure de 12 personnes. Oui, c'est une chance, vous êtes bien d'accord. Donc, c'est pas une chance, c'est pas un risque, c'est une opportunité. Voilà. Donc, surtout quand il a une expérience. Et quand il a une expérience. Et là, quand on crée un dispositif qui consiste à faire que son expérience soit transmise à un jeune qui arrive dans l'entreprise, c'est quand même une fin de carrière qui est intéressante. Donc, moi, à la conférence sociale, je vais demander à ce que il y a un engagement beaucoup plus fort sur la négociation, sur ces contrats de génération. Il y a une contrainte, c'est que un certain nombre les accords de branche doivent être conclus pour septembre. Voilà. Il faut que les branches négocient.
quand elles le font, on le voit dans le secteur des assurances, ça fonctionne. Alors, on vient de parler des contrats de génération, les emplois d'avenir. Moi, j'ai regardé un peu la littérature économique pour essayer de trouver des faits, parce que c'est intéressant en termes de politique de l'emploi d'avoir des faits. Quand on lit notamment la dernière note du Conseil d'analyse économique, qui est l'organisme auprès du Premier ministre sur les emplois des jeunes non qualifiés, on voit qu'au fond, les contrats aidés dans le secteur non marchand, de façon générale, ça ne marche pas, ni dans notre pays, ni ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire au gouvernement? On doit lui dire remettez les sous sur d'autres politiques, allons plus massivement vers l'apprentissage, ou est-ce qu'on doit nous laisser s'enferrer dans une politique qui manifestement ne prend pas du côté de ces emplois d'avenir? Il faut distinguer deux choses sur les résultats de ces emplois aidés. Il faut distinguer quel impact ça a sur la courbe du chômage, et notamment le chômage des jeunes. Il faut regarder ce que ça a comme impact sur l'individu, les individus. On ne peut pas considérer les gens comme des moyennes. Moi-même qui ai travaillé dans l'insertion professionnelle, j'ai bien vu, il y a un certain nombre de contrats aidés qui ont permis à des jeunes ou des moins jeunes de repartir vers l'emploi. Alors ça n'a peut-être pas fait baisser structurellement le taux de chômage. 25 000 versus 2 millions, hein, mais comme vous savez. Ceci étant, oui, mais pour les individus, je précise, vous savez, allez expliquer, M. Bigorne, allez expliquer à un jeune qui n'a pas de perspective, qui est embauché en emploi d'avenir, avec lequel, si c'est fait de façon qualitative, il aura une formation professionnelle et ça lui permettra de s'inscrire dans un parcours professionnel de plus long terme, allez lui expliquer que comme ça ne fait pas baisser la courbe du chômage, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut distinguer la situation des individus et ce que ça a comme impact. Nous plaidons pour des contrats aidés qui soient pas forcément limités dans le temps avec 6 mois, comme ça a été le cas. Alors là, on est passé à 9 mois, mais on peut faire mieux, qui soient systématiquement accompagnés d'une formation professionnelle et d'une aide au retour à l'emploi à la fin de ce CDI. Et le problème, c'est que dans un certain nombre d'endroits, notamment de collectivités ou dans la fonction publique, comme il y a des mesures budgétaires extrêmement contraintes, on utilise des contrats aidés pour faire le job et après on passe à d'autres. Mais surtout, on voit bien, aujourd'hui, les collectivités locales, qui sont une des cibles des emplois d'avenir, les associations ont peur de s'engager sur l'avenir pour un peu les mêmes raisons que les entreprises. Donc, vous ne pensez pas qu'on a pêché un petit peu dans le dispositif en n'associant pas suffisamment les entreprises à la base? Moi, je ne suis pas aussi négatif que vous parce que je pense que sur les emplois d'avenir, ça va partir. Ça va partir, il faudra faire gaffe à ce que ce soit. Là, il y a eu, là aussi, je l'ai dit plusieurs fois au ministère du Travail, vous avez créé le dispositif, mais vous ne punchez pas, quoi. Vous ne challengez pas. Il faut challenger les collectivités territoriales. Il faut aussi que ça se développe dans le secteur marchand. Vous savez, à l'époque, moi, nous avons été critiqués parce que nous avons dit oui, ok, sur les emplois d'avenir pour le secteur marchand, parce qu'on voit que les contrats aidés dans le secteur marchand fonctionnent mieux. Ça peut marcher, oui. Mais ça peut aussi marcher dans la fonction publique. Alors, on va regarder le cas des contrats d'apprentissage avec une disparité intéressante. Une discrimination. Oui, on peut le dire, que vous commenterez, puisque c'est très clair, selon que vous êtes ou non diplômé, ça marche. Alors là, vous voyez, quand vous n'avez pas de qualification reconnue, en 20 ans, on voit la différence. On voit la différence. Mais ce qu'on voit en fait sur ce graphique, Patrick, c'est que d'une certaine façon, pour les moins qualifiés, le niveau en dessous du bac, globalement, la part de l'apprentissage a baissé, et significativement baissé. Et puis pour les plus qualifiés, un peu comme pour la formation professionnelle tout à l'heure d'ailleurs, cette part, elle s'est envolée. Sans d'ailleurs effet de mimétisme, c'est-à-dire des moins qualifiés ou des formations moins qualifiées qui auraient pu, elles aussi, se lancer plus massivement dans l'apprentissage. C'est donc une redistribution, pardon d'être un peu technique, mais à l'envers, c'est-à-dire on donne à ceux qui ont déjà le plus de moyens. Jusque quand on continue cette politique, selon vous? Ça, il faut le demander aux entreprises. Seulement aux entreprises, au système scolaire. Le drame, sur les systèmes scolaires, si vous me permettez, le drame dans ce pays, c'est la vision qu'on a de l'apprentissage, premièrement, même si ça a progressé, parce que l'apprentissage en termes de qualité a grandement progressé par rapport à une vingtaine d'années. Mais l'autre drame, c'est la coupure qui existe entre le monde de l'entreprise et l'éducation, et le système éducatif. Et je crois qu'il y a une responsabilité partagée. Parce que, certes... Vous avez le sentiment que la refondation de l'ECOM, de ce point de vue-là, a été utile? Il s'est fait des choses, mais pas suffisamment. Je pense que... Mais vous savez, il se trouve que j'ai pas 25 000 vies, mais j'ai aussi été un peu enseignant. J'étais toujours frappé de voir que dans une fin d'année scolaire, dans un conseil de classe, il était souvent perçu comme étant un problème qu'un jeune parte vers l'apprentissage. Donc je crois que oui, il y a des efforts à faire. Parce qu'il y a quand même deux mondes, un peu le monde des enseignants et le monde de l'entreprise. Oui, mais je vais vous donner une anecdote, parce qu'il faut parler aussi... Moi, j'étais, il y a peu de temps, il y a 1 an exactement, une jeune que je connaissais me dit un jour, j'ai eu mon bac, mais moi je veux faire une formation par alternance, j'ai trouvé l'école.
je cherche l'entreprise dans un secteur bien déterminé, j'arrive pas à la trouver. Et j'ai cherché partout, j'arrive pas à la trouver, je vais pas pouvoir faire ma formation. Il se trouve que on a pu l'aider à trouver, mais c'est un nombre de jeunes important. Et tout peut pas marcher comme ça. Et tout ne peut pas marcher comme ça, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une mobilisation. Enfin, je crois que c'est une mobilisation générale, le développement de l'alternance et de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est évidemment le système scolaire qui doit prioriser pour un certain nombre, aider des jeunes à accéder à ce type de formation, enfin, formation par alternance, mais c'est aussi les entreprises qui ne font pas suffisamment confiance, ou qui ont peur parfois d'embaucher un certain nombre de jeunes. Comment on fait? Parce qu'au fond, il y a 800 000 profs dans ce pays, donc on a cette chance, c'est vraiment un atout puissant. Comment on fait pour mieux connecter Vous avez des propositions concrètes, vous y réfléchissez, soit directement vous, soit Westgen? Il se fait, on travaille, nous, avec notre fédération de l'éducation nationale ou de l'enseignement privé, et il se fait des choses avec dans certains territoires où des profs, les enseignants vont un peu en stage dans les entreprises. Ça ne sent pas la mobilisation générale. Non, parce que c'est vrai qu'il y a encore une défiance extrêmement importante entre le monde de l'entreprise et l'éducation, et le monde enseignant. Et puisqu'on parle de New Deal depuis le début de cette émission, on ne pourrait pas imaginer une grande conférence où se réunissent à la fois le monde éducatif et le monde de l'entreprise. Oui, une grande conférence où un peu moins d'étanchéité entre les uns et les autres. Et puis ça mériterait quand même qu'en amont de ça, il y ait un peu moins de caricatures d'un côté et de l'autre aussi. C'est quand même assez développé. On voyait un ancien patron dans le reportage, Henri Ackman, qui avait l'air d'avoir un discours très, très offensif sur l'apprentissage et de vouloir faire, non? Oui, non, mais il y en a un certain nombre. Mais après, ça nécessite aussi qu'il y ait un accompagnement des entreprises concernées. Les principales entreprises qui embauchent des apprentis, c'est pas les grandes entreprises. C'est pas forcément les grandes entreprises. Moi, je rappelle qu'il y a certaines grandes entreprises, elles prennent quelques apprentis par an. Voilà, le taux d'embauche en alternance, il est faible dans certains secteurs professionnels. Donc on doit mieux faire des deux côtés. On doit mieux faire des deux côtés, et c'est vrai qu'il faut que le système éducatif s'ouvre davantage à l'entreprise. On a déjà progressé, parce que ça, on peut le dire aujourd'hui sans se faire taper dessus. Il y a une vingtaine d'années, on avait le sentiment qu'on devait former à l'école simplement pour former les citoyens. Il faut former les citoyens, c'est extrêmement important, notamment dans la période que nous vivons. Mais il faut aussi former des jeunes qui demain trouveront un emploi. Je propose qu'on en profite, parce qu'il y a une chaîne qui nous permet de parler d'emploi des jeunes. Donc continuons. Sur ce que vous disiez dans Le Monde récemment, au fond, ça manque de vision globale. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement aujourd'hui, alors même que le président de la République avait affiché la jeunesse comme une priorité, par exemple, ne va pas vers un système plus fort d'encadrement et d'accompagnement des jeunes en difficulté, en mettant des moyens? Par exemple, en jouant, comme un certain nombre de pays d'Europe du Nord, le pari d'un encadrement via un RSA qui permettrait de suivre les jeunes. C'est 2 millions de jeunes aujourd'hui qui sont ni en scolarité de 15 à 30 ans, ni en formation, ni en emploi. Comment on les sort de là? Parce qu'on voit bien, les 25 000 emplois jeunes qui viendront 100 000 versus les 2 millions, on n'est pas au compte. Est-ce que vous n'avez pas envie de proposer quelque chose de plus ambitieux que ce qu'il y a sur la table aujourd'hui? Nous avons proposé ce qu'on appelle une garantie jeune. D'ailleurs, on le propose aussi au niveau de l'Europe avec la Confédération européenne des syndicats. C'est quoi cette garantie jeune? C'est l'obtention d'une allocation pour des jeunes au chômage. D'ailleurs, nous voulions, au moment où le RSA jeune s'est créé, et qui a finalement concerné très peu de gens, nous voulions l'étendre. Nous avons même attaqué pour essayer de l'étendre à l'ensemble des jeunes. Parce qu'il y a une espèce de discrimination qui se fait qu'avant 25 ans, on n'aurait pas le droit à un minima social, et après... il faut dire aux téléspectateurs, c'est pas seulement un minima social. Non, mais cette garantie jeune, justement, j'y viens. Cette garantie jeune, c'est une allocation qui permet de subsister, et un accompagnement important vers l'emploi, que ce soit en termes de formation professionnelle, de recherche d'emploi un peu dopée. Une obligation même. Une obligation de se former, de chercher. Se former, etc. Ça, nous avons fait cette proposition. À la conférence contre la pauvreté de décembre dernier, cette garantie jeune, il a été décidé de l'expérimenter. À partir de septembre se lance une expérimentation. Nous souhaitions la généralisation. Quand on est syndicaliste, on est toujours un peu... Oui, d'autant qu'on avait déjà eu les contrats d'autonomie en 2008, donc on avait déjà une expérimentation. Mais ça n'a jamais été aussi précis que ça. Et donc cette expérimentation démarrera en septembre. Nous souhaitons que c'est ça qui se fasse. Mais c'est une des réponses. Moi, je crois que l'erreur dans ce pays, c'est à chaque fois que se pose un gros problème, et l'emploi des jeunes est évidemment un gros problème, c'est de chercher la réponse unique. La réponse sur l'emploi des jeunes, c'est un système éducatif qui n'accepte pas
qu'il y a 150 000 jeunes qui sortent tous les ans sans qualification. Ça va changer, ça, selon vous? Je le souhaite. Vous avez le sentiment que c'est... L'investissement sur l'école primaire et sur la maternelle peut le permettre. On sait bien qu'on a un système scolaire, vous connaissez mieux la question que moi, mais qui est extrêmement prédictif. Mais on peut prédire le devenir d'un jeune, mais on n'est pas capable de le corriger. De corriger son parcours s'il n'est pas positif. Donc, c'est un problème de système scolaire. C'est aussi un problème de mobilisation autour de l'apprentissage, de réduction de la précarité, de garanties jeunes pour accompagner les jeunes. Enfin, il y a tout une palette qu'il faudrait faire. Moi, si c'est ça le New Deal pour l'emploi, je suis prêt à prendre. Laurent Berger, je sais que vous n'êtes pas ministre, que vous n'êtes pas aux responsabilités, en tout cas pas ces responsabilités-là, mais est-ce que, à votre avis, le pari maintes fois répété de François Hollande, à savoir que la courbe du chômage puisse s'inverser avant la fin de l'année 2013, est-ce que ce pari peut être gagné ou est-ce que vous ne voyez pas du tout le bout du tunnel? Non, à l'heure qu'il est, c'est difficile de penser qu'il va être gagné. Mais moi, franchement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se mobilise pour faire baisser le chômage. Si c'est en février prochain et pas en décembre, ça sera dommage, mais ça sera déjà bien. Et que la question, il n'est pas tant de savoir si le président de la République va gagner son pari, même si ce n'est pas vraiment un pari, mais va gagner son pari ou pas, c'est de savoir si tout le monde se mobilise. Mais entre-temps, on sera arrivé à des sommets. Nous sommes déjà arrivés à des sommets inacceptables. Le chômage devrait devenir une grande cause nationale. Enfin, c'est cette mobilisation. Mais je crains paradoxalement, je crains que la conférence sociale soit davantage concentrée sur la question des retraites que sur la question de l'emploi, dont on sait que c'est le nerf de la guerre de tous nos systèmes de protection sociale. Donc la priorité, c'est la lutte contre le chômage et l'aide à l'emploi des jeunes et des moins jeunes. Moi, je crains qu'à la fin de l'année, ce soit difficile. Mais ceci étant, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas tenter de le faire. Et s'il faut le faire, c'est pas pour donner raison ou tort au président de la République. Ça, franchement, c'est le cadet de mes soucis. Mon propos, moi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de gens qui définitivement puissent se dire j'ai pas ma place sur le marché du travail. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui de 5 millions de personnes. Ouais. Justement, sur les négociations qui s'ouvrent, avec la grande conférence, cette méthode qu'essaye de poser le gouvernement, vous avez le sentiment que on a tiré un coup, c'est-à-dire qu'on a fait l'accord national interprofessionnel dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez le sentiment qu'on ira plus loin ou que ça y est, c'est fini pour 5 ans? Ah non, c'est pas fini pour 5 ans. D'abord, il faut le mettre en place. On est dans un pays qui, mettons, 20 ans à se mettre d'accord sur des choses utiles pour l'emploi, et une fois qu'on l'a mis en place, on voudrait que ça produise en 3 mois. Donc, je vais être plus direct. Est-ce qu'il faut s'attendre à des choses d'envergure? La formation professionnelle, nous voulons une négociation, une réforme de la formation professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est de nature à revoir la question, à améliorer la situation de l'emploi. Moi, je vous entends, sur le plan de mobilisation, de l'emploi que j'appelle de mes voeux, c'est de nature à, pendant 24 mois, de gérer une situation d'urgence qui est avec un taux de chômage qui est inacceptable. Donc, selon vous, on sait faire une réforme des retraites, de la formation professionnelle, et une plan de mobilisation en même temps, de front. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Donc il faut savoir le faire. C'est un message qui est entendu gouvernementalement? Mais vous savez, vous me parlez un peu comme si j'étais. Vous discutez de temps en temps. Ça m'arrive, mais comme si c'était d'abord. C'est pas d'avoir à dire que j'étais pas ministre, ou comme si je pouvais influencer en tout l'action du gouvernement. Moi, je l'ai dit, et ça a été entendu. Mais maintenant, il faut que ça rentre dans les faits. La conférence sociale de jeudi et vendredi, c'est priorité emploi. Voilà. Et je pense que l'ensemble des acteurs de ce pays ne doivent pas se tromper. C'est pas question d'aller nous mobiliser au sens faire des choses simplement sur les sujets de la protection sociale ou des retraites qui sont extrêmement importants. Mais la priorité, c'est l'emploi des jeunes, l'emploi pour les chômeurs de longue durée. Ça mérite de dépasser les mots pour aller aux actes. Mais ça, je crois que la CFDT a prouvé qu'elle était capable de le faire. L'année dernière, nous disions, nous avons un marché du travail qui est impossible de réformer. Nous l'avons fait. J'étais jeudi à Rome, pour discuter de cet accord-là devant toutes les organisations syndicales et patronales, pour expliquer ce que nous avions fait. Quelles que soient les organisations syndicales italiennes, ils sont prêts à prendre. Parce que j'étais avec vous. Concertation. J'étais tout seul comme organisation syndicale, comme syndicaliste français, mais il peut y en avoir d'autres. Et ils vous en veulent toujours, la CGT, d'avoir voté cet accord? Écoutez, moi je leur en veux pas de ne pas l'avoir fait, alors je leur demande de ne pas m'en vouloir de l'avoir fait. Je ne sais pas s'ils m'en veulent, mais l'épreuve des faits sera là. Vous savez, j'avais un camarade qui m'a précédé, un ami qui était syndicaliste CFDT, qui disait qui est toujours d'ailleurs, qui disait que nos trahisons d'aujourd'hui sont leurs acquis de demain.
Voilà. Eh bien, moi, je crois qu'il y a un certain nombre de sujets, parce que dans cet accord, nous avons apporté du plus aux salariés, la complémentaire santé, les droits rechargeables, la taxation des contrats courts, le compte personnel de formation. Je suis sûr que plein d'organisations syndicales, y compris celles qui n'ont pas signé, vont s'en saisir. Et moi, je garde plutôt un bon souvenir de la dernière fois quelqu'un de la CFDT a été ministre. Donc, j'ai rien contre les évolutions et les reconversions. Si vous regardez aujourd'hui, justement, un des outils du gouvernement qui est Pôle emploi, vous pensez quoi de ces évolutions récentes ? Le sentiment qu'on va dans le bon sens, qu'on va savoir mieux encadrer les chômeurs, que le gouvernement met les moyens ? J'ai le sentiment que nous allons dans le bon sens. Sur Pôle emploi, nous avons signé une convention tripartite, comme on dit, c'est-à-dire entre l'État, l'UNEDIC, qui finance beaucoup, et Pôle emploi. L'UNEDIC, c'est les partenaires sociaux. C'est les partenaires sociaux. Nous avons signé cette convention pour faire que l'accompagnement de Pôle emploi va d'abord vers ceux qui en ont plus besoin et donner plus d'espace à la dynamique territoriale. Ce ménage à trois... Le seul problème, c'est que le taux de chômage augmentant fortement, et le chômage augmentant tout simplement fortement, Pôle emploi est soumis à une tension extrêmement difficile. Mais c'est trop facile. Quand on veut casser, taper sur Pôle emploi, c'est comme jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, parce que c'est un thermomètre. C'est un thermomètre. Mais aujourd'hui, je crois que ça va dans le bon sens. Mais il faut davantage d'actions territoriales, de se coordonner avec les conseils régionaux, les collectivités territoriales, les associations, etc. Mais ça, justement, est-ce que ça ne rend pas le système très, très complexe d'avoir, évidemment, les partenaires sociaux, d'avoir l'État, d'avoir Pôle emploi, d'avoir ensuite les collectivités locales, puis un certain nombre d'autres acteurs à tous les niveaux de gouvernance des collectivités locales. Parfois, quand on se met à la place de ceux qui cherchent un emploi, tout simplement, ou de ceux qui cherchent à piloter l'emploi, on se dit, mais mon Dieu, c'est beaucoup trop complexe. Il n'y a pas un choc de simplification à opérer ? Sans doute. En tout cas, il y a un choc de mobilisation collective et de coordination beaucoup plus forte. Après, que ce soit compliqué en back-office, bon, écoutez, notre pays est fait comme ça, on ne va pas non plus claquer les doigts et tout simplifier. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit compliqué pour la personne. Vous parlez beaucoup avec des termes anglais. J'ai remarqué back-office, challenger. Vous êtes un syndicaliste moderne, mais pour rester français quand même. D'accord, je vais essayer de faire attention. Non, mais il faut faire attention à ce que la complexité ne soit pas gérée par le demandeur d'emploi, la personne qui recherche du travail. Si après, il y a besoin de se caler entre l'UNEDIC, Pôle emploi, ça peut se faire sans que personne, finalement, ça n'impacte pas sur le parcours des demandeurs d'emploi. On a quand même amélioré, par rapport à ce que j'ai connu, moi, quand je travaillais dans le secteur, on a amélioré la complexité. Maintenant, ce qui manque, c'est la coordination. Ça, c'est très difficile. Moi, je continue, parce que j'ai compris qu'on ne parlerait pas trop retraite ce soir. Donc je continue sur... Si vous voulez, on fera une émission pour ça. On fera une émission là-dessus. Non, je voudrais terminer sur l'emploi, parce que vous avez dit à plusieurs reprises, moi, je n'ai pas noté vos anglicismes, mais à plusieurs reprises, vous avez dit il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Je reviens à la littérature économique. Un instant, il y a beaucoup d'économistes, de gauche, de droite, de tous les coins qui disent, au fond, un des ennemis de l'emploi, c'est le salaire minimum. Je voudrais savoir ce que vous, syndicalistes, vous en pensez aujourd'hui. Non, je pense que c'est faux. De l'emploi non qualifié, j'entends. Non, mais je pense que c'est faux. L'emploi non qualifié est quasiment exonéré de charges aujourd'hui dans ce pays. Ouais, il y a des salaires minimums. Il y a des salaires minimums, enfin, qui ont été assez dynamiques avant 2007. Il est exonéré de charges. Je crois que c'est un faux. Si la question est de savoir si nous voulons être compétitifs avec les Chinois sur la question du coût du travail, c'est pas la peine. On est très loin. Non, mais regardez ce qui se passe en Allemagne. Vous trouvez acceptable que dans un certain nombre d'abattoirs, des gens travaillent pour 2 ou 3 euros de l'heure ? Moi pas. Je suis désolé, moi pas. La question, elle n'est pas simplement quel modèle économique nous voulons demain. C'est quel modèle économique et social nous voulons demain. Et le social, ce n'est pas un sous-produit de l'économique. C'est une articulation entre les deux. Et d'ailleurs, dans cet accord du 11 janvier, dont je parle beaucoup, il y a l'ambition, c'est d'articuler l'économique et le social pour arrêter de jouer les pompiers. Et le salaire minimum, pour répondre à votre question, n'est pas contre-productif pour l'emploi. Je vais poser ma question autrement, parce que moi, je n'avais pas en tête le salaire, en l'occurrence, de ceux qui sont les moins qualifiés ou qui peinent le plus. Mais est-ce qu'on est assez bon en France sur cette logique qui consiste à dire, regardons les effets de seuil, jusqu'où va le salaire minimum, comment ensuite, évidemment, on pose des revenus de complément, que les personnes soient non qualifiées, qu'elles soient handicapées, les jeunes dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a suffisamment d'intelligence, justement, et d'articulation entre cet univers du travail et ce qu'on peut faire en termes de complément de revenus à côté ? Nous avons tenté de le faire avec, le gouvernement précédent et Martin Hirsch avec le RSA activité.
qui permettait de travailler et de toucher un complément. Le problème, c'est que le taux de recours, c'est-à-dire le nombre de personnes qui le demandent, est extrêmement faible. Et pourquoi c'est trop compliqué Parce que peut-être que c'est trop compliqué, c'est aussi assez stigmatisant. Et moi, je crois qu'il faut que ce type de dispositif, je le soutiens, mais je pense que l'idéal est quand même que chacun puisse vivre de son travail. Dernière question, Laurent Berger. Vous allez vous retrouver face à un nouveau partenaire, puisqu'il va y avoir un nouveau patron à la tête du MEDEF. Vous avez co-signé, pas que vous bien sûr, mais avec Laurence Parisot, ce fameux accord dont vous parlez beaucoup, de janvier. Vous le voyez arriver comment, ce nouveau patron? Patron des patrons. Bah écoutez, je crois qu'il va falloir... La campagne est finie au MEDEF. Donc maintenant, il va falloir rentrer dans le vif du sujet. Enfin, maintenant, lorsque M. Gattaz sera élu, moi, je souhaite, j'espère, et je lui conseille de faire du dialogue social le levier du progrès en France et le levier du dialogue entre l'économique et le social que j'appelle de mes voeux. Je ne crois pas que nous ayons intérêt les uns ou les autres à une confrontation stérile. Il faut une confrontation positive pour faire émerger des compromis. Donc il faut s'engager dans le dialogue social. C'est exigeant, c'est parfois difficile, c'est parfois agaçant, mais c'est la seule voie de progrès. Merci Laurent Vigorgne. Je vais vous demander d'être remplacé par une jeune femme, Stéphanie Delestre. C'est l'habitude de cette émission, donc qu'il puisse y avoir quelqu'un qui challenge, puisque vous aimez bien les termes anglais, en tout cas qui pose des questions avec son vécu, parce que vous avez un vécu assez particulier. Vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années dans une grande entreprise française, puis après vous êtes allé en Allemagne, à Hambourg. Vous avez eu beaucoup de salariés, puis vous avez été tenté de partir à Londres, comme beaucoup de vos camarades, et vous ne l'avez pas fait. Alors pourquoi? Et racontez-nous ce que vous faites exactement. Bien, j'ai décidé de lancer un site internet dont l'ambition première est de lutter contre le chômage et de faire baisser le chômage. Alors c'est une ambition peut-être arrogante, prétentieuse. En revanche... Ou naïve, diront certains. Non, pas naïve, parce que justement, après avoir fait une carrière de plus de 20 ans dans une grande société, et puis après en Allemagne, on pense qu'on a aujourd'hui des solutions pour faire bouger le marché de l'emploi, rapporter de la fluidité sur ce marché-là, pour justement casser un point et casser les barrières dont vous avez pas mal parlé, et en particulier mieux matcher les candidats et les recruteurs, et plus sur le diplôme, plus sur le métier, mais principalement sur les compétences. Ça paraît simple, mais pourtant c'est une révolution en France aujourd'hui. L'idéal pour vous, ce serait que votre site un jour soit appelé à disparaître, parce qu'on n'aura pas besoin de rechercher un emploi sur Internet ou ailleurs. Oui, ou alors dans les startups Internet, on a l'habitude de bouger très vite, de s'adapter. Donc si tout se passe comme prévu, eh bien dans l'idéal, ce sera qu'après on aidera au contraire les personnes à évoluer plus rapidement dans leur vie professionnelle. Vous avez donné de l'emploi, enfin aidé des gens à trouver de l'emploi. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions... Vous savez les quantifier? Oui, aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de personnes qui viennent chaque mois sur le site, qui consultent plusieurs dizaines de milliers d'offres d'emploi. Et aujourd'hui, on a fourni du travail à un peu plus de 15 000 personnes qui ont trouvé, grâce à CAPA, un emploi via Internet. Alors, vous avez le droit de lui poser des questions, et il est face à vous. Alors, première question, la raison pour laquelle on a lancé notre entreprise, c'est parce qu'en France, il y a un énorme paradoxe. Il y a plus de 3 millions de chômeurs de catégorie A, 5 millions si on prend en considération toutes les catégories. Et pourtant, vous en avez parlé juste avant, il y a énormément d'emplois qui ne sont pas pourvus. Alors chez CAPA, on a estimé ce chiffre à environ 900 000 emplois. Les hommes politiques parlent plutôt de 500 000 et Pôle emploi de 300 000. Mais même si on prend que 300 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues ou difficilement pourvues chaque année, ça fait quand même 10% des chômeurs qui pourraient trouver un emploi très rapidement. Et je vais vous donner un exemple concret. Dans notre société, donc nous, on recrute beaucoup de jeunes et de moins jeunes. On a aussi des seniors dans une start-up Internet. Et on a énormément de difficultés à recruter. Et ma question est la suivante. Seriez-vous prêt à accepter que des métiers disparaissent pour orienter les budgets et de formation pour les jeunes et de formation professionnelle vers les métiers qui vont recruter dans les 5, 10 et 20 prochaines années. Et là, ce sont des choix drastiques à faire. J'ai tout à l'heure dit qu'à la conférence sociale, nous allons faire la proposition d'orienter
les fonds de la formation professionnelle, au moins pendant 2 ans, en direction 100 000, ce n'est pas les 300 000 ni les 500 000, vers 100 000 emplois. Nous avons possible d'être qui seront vacants, que nous avons identifiés dans un certain nombre de secteurs professionnels pour proposer ces formations à des gens qui sont au chômage aujourd'hui. Donc ça, c'est une réponse. Mais ce dont vous parlez, c'est 2 choses. C'est d'abord un problème d'adaptation aux emplois, de qualification requise pour occuper des emplois. Donc ça, c'est une des propositions que nous faisons, c'est-à-dire d'orienter la formation des formations professionnelles vers les chômeurs. Ce n'est pas accepté facilement. Non. Vous savez, le monde professionnel, le monde patronal ou parfois syndical considère que la formation professionnelle, c'est pour les salariés en place. C'est aussi pour les salariés en place. Mais peut-être que, vu le niveau de chômage, nous pourrons faire ces priorités. Et l'autre point qui m'intéresse dans votre expérience, c'est en fait faire se rapprocher l'offre et la demande. Moi, lorsque je travaillais dans l'insertion, je travaillais sous une méthode qui s'appelait IOD, intervention sur l'offre et la demande. Et on allait prospecter dans les entreprises des offres et on leur proposait des candidats et on faisait auprès des entreprises, on leur demandait quelles compétences ils avaient besoin et pas quel diplôme. Et on essayait de leur proposer le candidat en question. Et ça, c'est extrêmement utile parce qu'on est aussi dans un pays où il faut, chaque recruteur a une vision un peu figée de ce que devrait être la personne qui occupe le poste, notamment en termes de diplôme. Puis souvent, on veut un peu ceinture et bretelles pour ne pas avoir d'ennui. Donc je trouve ça intéressant. Mais un plan de formation, soutenez-nous, un plan de formation pour les demandeurs d'emploi, pour qu'ils se forment sur les emplois en devenir. Et sur les jeunes, c'est-à-dire aussi... Sur les jeunes. Est-ce que vous seriez ouvert à fermer des filières qui fabriquent quand même des chômeurs, quoi. Tout le monde le dit depuis des années, et au contraire à ouvrir des filières de façon gratuite. Moi, je pense en particulier au métier du digital, qui recrute énormément en France, et où les écoles sont pratiquement toutes payantes aujourd'hui en France. Il faut, alors la formation gratuite, il faudra demander à ceux qui la dispensent. C'est pas forcément simple, mais ce qui peut être fait, c'est que les fonds de la formation facilitent l'entrée en formation de ces jeunes en les aidant et que les fonds publics aussi le fassent. Mais dans les régions, il y a ce qu'on appelle les schémas régionaux de formation initiale et continue, peu importe le terme, et je pense qui parle de carte scolaire et de quelle formation. Là-dessus, il y a déjà des progrès qui se font. Mais ce qu'on manque, c'est d'agilité. C'est-à-dire que les choses vont vite et on manque d'agilité. Moi, à Saint-Nazaire, on avait formé des sections dans la métallerie, un soudeur, etc. Ça a été le bagne pour trouver des jeunes pour faire le boulot. Et on a du coup fait appel à de la main-d'œuvre étrangère. Donc, il faut de l'agilité. Et notre système aujourd'hui ne l'est pas assez. Et on voit que, par exemple, en ce qui concerne les artisans, tout le monde se plaint de jamais avoir de plombier. On se dit, mais comment se fait-il qu'on n'envoie pas les gens dans cette formation-là ? Il y a aussi une dévalorisation d'un certain nombre de métiers. Il ne faut pas s'en cacher. Le monde industriel ou de l'artisanat est parfois vu, là je disais parmi les enseignants, mais globalement dans la société comme étant dévalorisant. Et c'est dans les 100 000 emplois que nous avons ciblés, c'est beaucoup des emplois, pas seulement, mais les emplois industriels. Mais vous savez, sur la prévision des emplois de demain, si on n'anticipe pas sur les transitions énergétiques, sur l'économie de la mobilité de la ville, nous allons nous retrouver le bec dans l'eau, encore une fois. Et c'est bien de ça dont il s'agit. Quand on parlait de l'Allemagne, eux, ils ont anticipé un certain nombre de choses. Nous ne le faisons pas assez. C'est un des sujets de la conférence sociale que nous avons poussé. Vous avez encore le droit à une question. Alors, une seule. Donc la question, c'est, vous avez dit, c'est la croissance qui crée les emplois. Je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que je suis persuadée que ce sont les emplois qui créent la croissance. Je vais vous raconter une anecdote. En tant que chef d'entreprise, avec une équipe de recherche en développement, donc tous les ans, vous savez, on a droit à un crédit d'impôt recherche. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai reçu pour la première fois la déclaration fiscale, de constater qu'il y avait une feuille pour les entreprises qui demandent un remboursement de moins de 100 millions d'euros et une feuille pour les entreprises qui demandent un remboursement de crédit impôt recherche pour un montant supérieur à 100 millions d'euros. Sachant qu'en France, la plus grande partie des entreprises sont des PME, bien sûr une grande partie artisans, commerçants, mais dans les entreprises qui ont des départements de recherche et développement, quelle est la solution pour orienter tous ces moyens vers les PME et non plus vers les grandes sociétés et favoriser l'emploi à ce niveau-là qui va, lui, créer la croissance? L'emploi crée la croissance.
mais il n'y a pas d'emploi sans croissance non plus. Nous savons bien qu'il faut un certain nombre de... on sait qu'il faut 1,5% de croissance pour commencer à créer de l'emploi. Nous en sommes très loin. Et donc il faut à la fois, il faut quand même créer les conditions de la croissance et de la compétitivité de nos entreprises, qui est, pour un syndicaliste, pas un gros mot non plus. Ce qui est sûr, c'est que les aides ne sont pas toujours ciblées là où il y en a besoin. Et qu'on a une logique grosses entreprises dans ce pays. On a un problème de pas assez de soutien aux petites entreprises. D'ailleurs, il suffit de regarder, quand on parle de suppression d'emplois, on parle des grands plans sociaux qui sont toujours dramatiques, mais on ne voit pas que l'essentiel des emplois se perdent dans un certain nombre de PME. Ça, c'est lié aussi à l'organisation en filière. On n'a pas aujourd'hui, d'abord on ne fait pas le choix des aides, on ne fait pas forcément le choix des aides vers les secteurs les plus créateurs d'emplois, et notamment vers les petites entreprises. Et puis, il n'y a pas d'organisation en filière, c'est-à-dire que souvent les donneurs d'ordre sont plus que méprisants et voire sont excluants à l'égard de leurs sous-traitants. Parfois à leurs pertes et profits, et surtout à leurs profits de court terme et à leurs pertes de long terme. On le voit, la filière automobile souffre aujourd'hui d'une incapacité à organiser la filière et à faire que les compétences... Donc, moi, là aussi, nous avons travaillé sur les filières. Et réfléchir davantage en termes de filières qu'en termes d'entreprises, de grandes entreprises, de fonctionner davantage en meute, comme on dit, ça, c'est pas simplement le rôle c'est le rôle d'un syndicaliste d'alerter là-dessus, mais le monde patronal a du mal à bouger là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un mépris parfois avec les nouveaux types d'entreprises ou les nouveaux secteurs, et puis à l'égard des entreprises qui sont sous-traitants. Rien que le terme est déjà marqué. Merci beaucoup Stéphanie Delestre, merci pour cette expérience dont vous nous avez fait profiter. Merci Laurent Berger, mais vous n'allez pas partir sans tweeter, parce que c'est l'habitude de cette émission. Donc on va vous proposer sur une tablette de nous écrire en 140 signes le message que vous voulez adresser, j'imagine aux Français, ou à moins que ce soit un message très particulier. Non, je ne vais pas dire bonjour à ma mère. D'accord, alors très bien. Bon, bien voilà, la lutte contre le chômage, une mobilisation générale, une responsabilité de chacun, un engagement de tous. Voilà, je crois que c'est tonique comme fin d'émission. J'espère que quand on se retrouvera, disons dans par exemple un an, on aura enfin des chiffres du chômage en décrue et des solutions qui auront été entendues à tous les niveaux de l'État et des entreprises. Voilà, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche pour vous montrer là où vous pouvez téléphoner pour venir participer à cette émission. Ici, il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait à peu près une bonne représentation de la population française. Merci d'avoir été notre invité, Laurent Berger. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à vous.